C'était il y a 60 ans, le 5 juillet 1962, 132 ans, jour pour jour après la colonisation de l'Algérie par la France. L'Algérie devient indépendante. Des milliers d'Algériens sortent dans les rues brandissant leur drapeau pour célébrer leur indépendance. Un jour de fête pour les Algériens, un jour de deuil pour les Français d'Algérie qui quittent massivement le pays où ils étaient installés depuis des générations. 60 ans après, les plaies sont toujours ouvertes de part et d'autre et la réconciliation reste très difficile. De nombreux dossiers attendent encore d'être traités, parmi lesquels celui des disparus de la guerre d'Algérie, le dossier des essais nucléaires de Reagan, autant de sujets que nous aborderons avec nos invités, l'historien Gilles Manseron, le réalisateur algérien Jafar Gassem et notre grand reporter Karim Yayaoui. Mais d'abord, ces images du défilé militaire à Alger à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, un des événements prévus pour l'occasion aujourd'hui. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours avant le coup d'envoi du défilé militaire. À ses côtés, des invités, entre autres le président tunisien Kais Saïed, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président congolais Denis Sassou Nguesso. On va tout de suite vous présenter nos invités sur ce plateau. Alors, bonsoir Gilles Manseron, vous êtes historien, je le disais. Bonsoir. Spécialiste du colonialisme et auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau pour parler de cet anniversaire. Jafar Gassem, réalisateur algérien, venu à Paris présenter son film Héliopolis, un film qui revient sur les massacres du 8 mai 1945 et puis Karim Yayaoui, notre grand reporter qui a traité de nombreux dossiers sur cette histoire d'Algérie si compliquée. J'aimerais d'ailleurs commencer avec vous, Karim. Ces images de fête qu'on a vues, celles de 62 et celles d'aujourd'hui, 60 ans après, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, c'est un défilé militaire impressionnant. Ça faisait de très nombreuses années qu'il n'y avait pas eu un défilé d'une telle ampleur, 33 ans, je crois. C'est finalement une façon de réancrer l'Algérie dans cette légitimité politique qui s'est construite depuis toujours sur cette lutte pour l'indépendance. Le parti s'appelle le Front de Libération Nationale encore aujourd'hui. Et c'était finalement une façon de rappeler que cette légitimité politique s'est construite dans la lutte pour l'indépendance. Alors, ce 5 juillet, on l'a vu, c'est un jour d'ailleurs de célébration, mais aussi de mémoire. Gilles Manseron, le 5 juillet, c'est la date officielle de l'indépendance de l'Algérie. C'est une date symbolique également, je le disais, c'est la date de la conquête de l'Algérie, 5 juillet 1830. On parle beaucoup de cette guerre d'indépendance qui a duré 7 ans, mais on parle finalement très peu de cette période coloniale. Est-ce que ce n'est pas compliqué de dissocier les deux? Est-ce que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle il y a autant de difficultés de faire ce rapprochement avec la France? Oui, évidemment, il faut relier les deux. La période de la guerre d'indépendance nationale algérienne, ça a été la dernière phase de la colonisation française. Mais ça a été une phase particulièrement violente. Il y a des régions rurales d'Algérie où pour la première fois, les paysans, les autochtones ont vu des Français. Et c'était des militaires en armes, alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Aucun. Et donc, c'est une période qui s'ancre, qui s'enchaîne avec la période de la colonisation. 132 ans en tout. C'est une période très longue et très, très douloureuse pour le peuple algérien, qui en a une mémoire forte. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup d'Algériens racontent l'histoire de leur propre famille, de leur oncle, de leur tante morts ou qui ont combattu pendant cette période. Donc ça touche effectivement les Algériens dans leur propre famille. Alors Jafar Gassem, dans votre film Héliopolis, que j'évoquais tout à l'heure, vous revenez sur les prémices des massacres de Sétif, de Galma et de Kharrata. Et le nom de Héliopolis, c'est d'ailleurs le nom de la ville de Galma ou des environs. On va regarder un extrait de votre film et on en parle juste après. فرحة عباس وليزي اليوم يخمو كيما حنايا دوكا. رانا سور لو ميم كومبا. نقدروا ميم نتحدوا سي غران نوفيل نو؟ L'homme qui réconcilie les indigènes avec la France. L'homme qui complote, oui. بعد هذا وليدي ما نعرفش نشوف معاكم. وليدك في حال وعنده القلب. نورمالمون تفرح به. في عدنا نبويكوتيه. علاش ما نجيبوش الماكسيموم تاع الغاشي باش يسبورتيوه؟ Manifeste a eu une provocation dangereuse اللي قادرة تعلقنا كامل. La France montre à nouveau au monde ce qu'est une grande nation. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement aveugle devant la montée en puissance des musulmans? انا في رايي ديروا
Cette demande est une provocation de plus. L'époque de l'assimilation خلصت. عباد رايحين كافوا pour la naissance d'une nation algérienne. Les Indiens ont foutu la pagaille à Sétif. Il y a des morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, c'est ça? C'est eux ou nous, Bertrand. Eux ou nous. Moukdad, dehors la chasse aux Arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. Ça va être un massacre. Ils veulent tous vous exterminer. Alors, Jafar Gassem, on a vu cet extrait, on voit que ça se déroule en 1945, avant les massacres de Sétif. Un événement majeur qui s'est déroulé juste avant, enfin quelques années avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. Pourquoi vous avez choisi cet événement ? Tout d'abord, c'est un événement qui n'est pas, je veux dire, c'est un des événements les plus importants de l'histoire de la révolution algérienne. De l'histoire de la colonisation aussi française en Algérie, car pour moi c'était un peu la goutte d'eau qui avait débordé. Au passage, il y avait beaucoup de conquêtes et de révoltes et de révolutions, c'est-à-dire de batailles entre les musulmans et les colons et l'armée française, en commençant par les conquêtes de l'émir Abdelkader. Et donc, les événements du 8 mai 1945, moi j'ai choisi Guelma, mais bon, c'est Sétif, Guelma et Kerata dans ma fiction. C'était pour montrer que quelque part en Algérie, quelque part dans le monde où on fêtait, le monde fêtait l'armistice, la fin de la Deuxième Guerre, et qu'en Algérie se passaient de douloureux événements dans le Constantinois. Et dû à des manifestations qui ont tourné au drame à cause d'un drapeau algérien qui a été agité par un premier indépendantiste algérien, enfin un jeune scout algérien à Sétif. Donc voilà, donc pour moi, le film raconte d'abord les raisons qui ont abouti aux événements qui, 9 ans plus tard, ont engendré la guerre de révolution. Alors on entend dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure le terme « l'assimilation c'est fini ». Est-ce que c'est aussi un point de rupture, Gilles Manceron? Oui, je crois que la période entre le débarquement des Alliés en novembre 1942 en Afrique du Nord, qui a été suivi de combats dans différents points de l'Algérie entre les Alliés engagés contre les nazis et les autorités locales qui ont fait la guerre pour combattre ce débarquement. À partir de là, il y a une prise de conscience des Algériens. Et le 8 mai 1945 que vous traitez dans votre film est un épisode important de cette prise de conscience, puisque le drapeau algérien est brandi à Guelma, à Sétif aussi, et a été d'ailleurs brandi ailleurs le 1er mai, une semaine avant, paraît-il, dans d'autres manifestations, où a été aussi le 8 mai dans d'autres, voilà, avec des répressions qui n'ont pas eu la violence de celle de Sétif, mais qui annoncent quand même un affrontement armé majeur qui préfigure la guerre d'indépendance nationale. Alors, Jafar Gassem, ce film a été diffusé à travers toute l'Algérie. Il a été très bien accueilli par cette jeunesse qui est venue le voir. Est-ce que vous appréhendiez cela Appréhender, c'est difficile de le dire, mais vous savez, on a une jeunesse qui est avide d'histoire et de cinéma. J'ai essayé de confondre les deux et ça a bien marché. On a essayé de proposer une fiction. Tout d'abord, c'est une histoire humaine avant toute chose. C'est un film de contexte. Donc, on a essayé de traiter le film avec un langage simple, un parler assez simple pour les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre. On n'a pas fait de recherche documentaire pour aller chercher le dialecte de l'époque et de la région. Donc c'était très très important de montrer ce film à la jeunesse algérienne. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup et ça a marché. On devait faire une tournée de 2-3 villes. On s'est retrouvé à presque sillonner l'Algérie de long en large et du nord au sud.
Et voilà, donc mon souhait, c'est que ce film sorte des frontières et qu'il puisse être vu. Alors, vous parlez d'un film très pédagogique. Gilles Manceron, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ce genre de film basé sur des faits historiques, notamment pour enseigner cette histoire dont on dit qu'elle est peu enseignée en France, qu'elle reste encore marginale? C'est vrai que le cinéma joue un grand rôle dans la diffusion de la connaissance. Il y a heureusement un certain nombre de productions comme celle-là qui éclairent l'histoire. Et effectivement, il faut s'en servir dans le travail d'enseignement de l'école pour apprendre l'histoire correctement, conformément aux faits réels. Alors Karim Yayaoui, j'aimerais vous poser une question sur la bataille d'Alger. C'est un film culte qui est même visionné par l'armée américaine, qui est un peu un cas d'école sur la lutte de la guérilla urbaine. Ce film a longtemps été censuré en France. Il a connu une courte sortie en 71, puis a été censuré jusqu'en 2004. Pourquoi cette censure jusqu'en 2004? C'est un film, c'est vrai, culte, et très rapidement il a été censuré. Dès 1966, il est tout de même sorti en salle en 1970 dans un petit cinéma du quartier latin, mais face au tollé que ça a provoqué chez les rapatriés d'Algérie, notamment, face à la violence même que ça a engendré, puisqu'en 1971, il y a eu une diffusion dans un cinéma parisien, mais les exploitants de salles ont dû renoncer, parce qu'à chaque fois qu'ils tentaient de diffuser le film, il y avait des vitrines cassées, des violences, et finalement, il faudra attendre 2003, c'est le Pentagone qui diffusait ce film parce qu'il y avait un aspect qui les intéressait tout particulièrement, celui de la torture, et justement ça a provoqué un tollé aux États-Unis, ce qui a provoqué la sortie du film aux États-Unis, et dans la foulée la sortie du film en France, d'abord à Cannes en 2004 avant qu'il soit diffusé dans un certain nombre de salles. Donc il a fallu attendre de très nombreuses années avant de pouvoir visionner ce film dans les salles obscures françaises. On voit en tout cas à quel point ça reste compliqué de traiter de ce sujet. On va à présent s'arrêter sur un autre dossier, un dossier qui n'a cessé de hanter les mémoires blessées de la guerre d'Algérie. C'est ainsi que l'historien Benjamin Stora avait qualifié le tabou des disparus de la guerre dans le rapport qu'il a remis à Emmanuel Macron en janvier 2021. Comme le mathématicien Maurice Audin, ils ont été arrêtés à leur domicile par les forces de l'ordre françaises. Depuis, leurs familles ont perdu leurs traces. Plus de 60 ans après, elles ne cessent de chercher les corps de leurs proches dans l'espoir de faire enfin leur deuil. Reportage de Nariman Lawadi et de Karim Yayaoui. C'est mon père. Je me souviens de lui, de quelqu'un qui était très aimant. Mes enfants ont encore quelque chose de lui, mais je ne sais pas où il est. Le 30 novembre 1957, j'avais 7 ans. Mon père a été pris à 5 h du matin. On n'avait pas le droit de sortir de la chambre. On était restés dans nos lits, 8 h, 9 h, toujours rien. Pas revenu. 10 h, et puis ma mère nous envoie en ville et nous dit « Bon ben écoutez, allez voir vos oncles et dites-leur que votre père est sorti ce matin à 6 h avec des policiers en civil, qu'ils le connaissaient, surtout qu'ils le connaissaient, mais il est toujours pas de retour. Est-ce qu'ils savent quelque chose ?» Donc on avait été voir un de mes oncles qui nous avait dit « Ah ben écoutez, il n'est pas seul, ils sont 17 à la même heure. » C'était pour un contrôle. Et puis plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. On a vécu des années très, très, très difficiles, surtout enfant. Enfin, moi j'avais 7 ans. J'avais des filles qui me disaient « Ah oui, mais moi aussi, mon père, il a été mis en prison, il est resté 5 ans. » Je disais « Mais tu l'as toujours, ton père. Même s'il est resté 5 ans, même s'il est resté 10 ans, tu l'as, tu ne peux pas être comparé à moi. » Ou alors qu'ils me disaient « Oui, mon père, il a été tué par l'OAS dans la rue. » Oui, mais tu l'as vu mort, tu l'as vu enterré. Tu ne peux pas te comparer, c'est pas la même chose. On se pose des questions, il est où? Il est où? Ça m'est égal. Je sais qu'il ne reviendra jamais. Ça m'est égal. Mais on fait le deuil. Il est où? Depuis longtemps, on savait que c'était arrivé à des milliers d'Algériens, mais on ne connaissait guère qu'une seule histoire véritablement, c'est celle de Maurice Audin. Les militaires le savaient. Ces colonisés algériens, qui n'étaient pas comme Maurice Audin, des Européens ayant des relations, des relais d'opinion en métropole, personne ne les compterait et ils passeraient par perte et profit.
Grâce à une archive que j'ai découverte aux Archives nationales d'Outre-mer en 2018, on a eu la possibilité d'enquêter sur un certain nombre de cas, un gros millier de gens dont on sait, parce que les familles les ont recherchés auprès de la préfecture d'Alger, qu'elles ont été enlevées par l'armée. On utilise le terme enlèvement, vous avez remarqué, et pas d'arrestation, parce que ça ne ressemble en rien à une arrestation ordinaire. Quand vous savez qu'à tout moment, peuvent débouler chez vous des parachutistes, peuvent venir vous prendre, vous emporter dans un lieu secret, faire de vous ce qu'ils veulent, donc y compris vous torturer, on le sait très vite que la torture est systématique, et vous assassiner, et bien par capillarité, par diffusion, c'est toute la population visée, potentiellement visée, c'est-à-dire toute la population qu'on appelait musulmane d'Alger, qui a peur. Ici, on a les derniers cas documentés, donc les derniers cas pour lesquels on a ajouté de la documentation. Et on se rend compte du coup que c'est des hommes, parfois très jeunes. Le plus jeune... Non, mais le très jeune, il est en photo. Hop, 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 non, t'es passé, attends. Donc lui, c'est le plus jeune de tous. Il a été enlevé le 14 juin 1957. On continue de chercher, on continue à évaluer document par document et information par information, avec le risque que dans beaucoup de cas, on n'avance pas sur la connaissance précise de chaque cas, mais avec l'idée qu'en avançant, on va mieux connaître le déroulement collectif, le déroulement pour l'ensemble. Dans certains cas, on arrive finalement un peu à ce qui est déjà la connaissance de la famille, c'est-à-dire selon toute vraisemblance, la personne est morte sous la torture ou elle a été assassinée, son corps a été camouflé ou son corps a été détruit. Mais ça ne va pas nous indiquer ce qui compterait vraiment beaucoup pour la famille et qui serait de savoir exactement où, comment, qu'est-ce qu'on a fait en réalité du corps de la personne. Je m'appelle Zouaou Samir. Là, il s'agit donc d'une recherche qui concerne mon oncle, Zouaou Rabia, enlevé en 1958 avec plusieurs autres personnes par l'armée française. Je suis très ému alors que je ne l'ai jamais connu. C'est parce que j'ai vu, en fait, entendu les pleurs de mon père quand il regardait un peu le portrait de mon oncle en lui disant tu es parti, tu m'as laissé tout seul. Je pense que mon père a beaucoup souffert. Après l'indépendance, il a beaucoup cherché son frère. Et à chaque fois qu'on disait qu'il y avait un charnier, quelque part, donc notamment à l'est, du côté des Aurès et tout ça, on l'appelait pour aller identifier l'éventuelle dépouille de son frère. Je ne demande pas de pardon et tous ces trucs-là, ça c'est pas important. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Tout ce que je demande, c'est vraiment où est la dépouille, où il a été mis, où il a été enterré, où il a été jeté, j'en sais rien, c'est tout. J'espère pouvoir vraiment, pour moi, un jour, me dire, voilà, j'ai réussi à trouver où se trouve mon oncle, où il est enterré. Et sinon, je transmettrai à mes enfants, à mes neveux et nièces qui peut-être un jour reprendraient le flambeau, mais au moins, moi, j'aurais avancé comme je pouvais. Alors Gilles Manceron, vous êtes d'accord avec ce que dit Benjamin Stora? C'est un dossier qui n'a cessé de hanter les mémoires blessées de la guerre d'Algérie? Oui, bien entendu. Cette question des disparitions, des interrogations sur l'emplacement des corps, l'absence d'informations à ce sujet, c'est vraiment une préoccupation qui tenaille les descendants et qui pèse sur les mémoires. Hein. Et je crois que le site milautres.org qu'on voit dans ce petit film fait œuvre utile en essayant de rassembler le maximum de documents, même si on ne saura pas tout, même si souvent on ne saura pas l'endroit précis de l'abandon des corps, mais ça fait rien. Ça contribue à satisfaire l'attente des familles de disparus.
Alors Karim, ce dossier des disparus sur lequel vous avez travaillé également s'ajoute à un autre sur lequel vous avez réalisé un documentaire, celui des essais nucléaires de Reagan, encore un dossier qui n'avance pas 60 ans après. C'est vrai que c'est un dossier épineux et c'est vrai que du côté algérien, on demande encore aujourd'hui les cartes d'enfouissement des déchets nucléaires qui ont été abandonnés par la France, notamment du côté de Reagan. Alors il faut aussi souligner que ces essais nucléaires ont continué après la signature des accords d'Évian, puisque c'était une des choses qui a été négociée par les Français, pouvoir continuer ces essais jusqu'en 1966. Ils ont d'abord été atmosphériques, notamment du côté de Reagan, Gerboise bleue, tristement célèbre. Et ensuite, il y a eu des essais souterrains qui parfois ont mal tourné. Alors aujourd'hui, un certain nombre d'historiens se battent pour obtenir des archives. Et il y a aussi, depuis 2010, une loi qui permet à ceux qui auraient pâti de ces essais nucléaires de demander à être indemnisés. Un certain nombre d'appelés français ont réussi de très haute lutte à obtenir des indemnisations parfois très, très faibles. Beaucoup ont péri avant d'y parvenir. Les Algériens, en théorie, ont le droit d'accéder à cette possibilité d'être indemnisés, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas au courant. On exige un certain nombre de documents. Les militaires avaient leur carnet militaire. Ils avaient aussi les traces des courriers qu'ils envoyaient à leur famille. Côté algérien, très peu de personnes ont pu documenter en quelque sorte leur présence sur tel ou tel lieu. Mais en tout cas, beaucoup d'entre eux, de ceux qui sont malades, sont persuadés que c'est intimement lié à ces essais nucléaires. On écoute quelques témoignages recueillis du côté de Reagan. قاوك عندك انتم ماكم حيين هنايا حيين كذا لسبقنا ما راب وخشين عندكم هنايا ما راب وخشين عندكم هنايا هاي ما راب وخشين طيب ما قلنا احنا ما بقى فيك مرة اسقع ايوه انا حيين اخوك ومن نعدها تل مرض في الناس كل العمر نتاعي 18 سنة رانك تشوف الحالة نتاعي راهي قدام عينيك يعني اللي في الليل في اي لحظة توجعك الجلادي مشينا للرقان مشينا للأدران مشينا لأي جهاز ما كاش دوا نتاعها. Alors je vous le disais, les historiens tentent de retrouver un certain nombre d'éléments. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'ouverture des archives, mais les essais nucléaires ne sont pas concernés par ces ouvertures des archives. Il y a certaines associations comme l'ICANN qui a réussi à obtenir des dossiers, mais lorsqu'on ouvre ces dossiers, il y a des pages blanches ou des pages qui sont sous le sceau du secret confidentiel. Et donc finalement, ça reste très compliqué d'obtenir des informations sur ces essais nucléaires. Pourtant, il y a eu énormément de tests qui ont été faits à l'époque par les militaires français pour savoir le taux de dissémination, notamment lors des essais souterrains. Mais toutes ces informations, on considère qu'on ne peut pas les donner. Alors les associations expliquent qu'il n'est pas question ici d'obtenir les secrets de la bombe atomique, mais simplement obtenir des informations pour savoir quant à l'étendue des dégâts sur les hommes, mais aussi sur l'environnement. Merci beaucoup Karim pour cet éclairage sur ce dossier qui reste encore ouvert. Après son indépendance, l'Algérie était qualifiée de Mecque des révolutions. Les Black Panthers jusqu'au Che Guevara, ils sont nombreux à avoir foulé le sol algérien. Nelson Mandela avait même dit « C'est l'Algérie qui m'a fait homme ». Le héros sud-africain organisait à partir de 1962 les premiers camps d'entraînement de la branche armée de l'ANC pour lutter contre l'apartheid. Nos correspondants en Afrique du Sud ont retrouvé un ancien combattant qui a été formé. Son portrait signé Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Nous l'avons retrouvé dans son village du Limpopo. Voilà l'un des premiers membres de la branche militaire de l'ANC qui avait été formé par Nelson Mandela en 1961. C'est mon père, mais en fait c'est mon héros. Dans la famille Molaba, rares sont les hommes qui ont survécu dans leur combat contre l'apartheid. Roy avait 17 ans quand il a rejoint l'ANC en 1963. Le parti l'envoie s'entraîner en Algérie.
Vous savez, avec l'Algérie, on a appris tellement de choses. On nous a enseigné les techniques de guérilla, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Ces gens-là nous entraînaient, nous éduquaient, et puis aussi ils ne comprenaient pas l'anglais. Alors on travaillait avec des interprètes qui nous aidaient. L'Algérie accueillait alors tous les combattants d'Afrique australe, zambiens ou mozambicains par exemple. C'est Nelson Mandela qui avait tout organisé. Il avait été invité à Alger en 1962 par le président Ben Bella. C'est avec le ministre de la Défense, le colonel Ouari Boumedienne, que les camps d'entraînement ont été planifiés. Roy se souvient très bien de tout ça. Il nous a même livré un petit secret. Boumedienne, Mandela. Mandela, je me souviens, il a oublié ses bottes militaires. Elles sont restées en Algérie. Il nous avait dit qu'il les renverrait, mais je ne sais pas. Qu'est-il arrivé aux bottes de Mandela? L'ex-combattant était séduit par l'Algérie socialiste de l'époque. Il est déçu que ces idéaux révolutionnaires n'existent plus, pas même en Afrique du Sud. Les fondateurs de ce mouvement de libération, ils sont inquiets. La corruption. Les gens qui ont des postes importants exploitent ceux qui n'ont rien. Le camarade Molaba a écrit ses mémoires. Elle s'intitule « Nous ne nous sommes pas battus pour ça ». Voilà pour ce joli portrait. Je suis sûre que notre correspondante Caroline Dumais enquêtera sur les bottes de Nelson Mandela. Dès que nous saurons plus sur ces bottes, évidemment, nous vous donnerons des informations. Alors, Gilles Manceron, pourquoi l'Algérie a tant inspiré à cette époque? Alors, ça a été une grande lutte pour faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et elle a été victorieuse. Elle a obtenu gain de cause. Et je trouve que la comparaison avec l'Afrique du Sud, qui est présente dans votre film, est particulièrement pertinente. Et je relève qu'il y a des points communs, le fait d'envisager la lutte armée et pas uniquement la lutte armée, la lutte politique, dans des proportions différentes selon les moments, etc. Mais enfin, les deux ont été dans l'un et l'autre cas envisagés. Et puis, par ailleurs, une grande différence qui explique bien des choses, y compris ce qui s'est passé à la fin avec le départ des Européens d'Algérie, alors que les Européens d'Afrique du Sud sont restés. Ça a été l'émergence en Afrique du Sud, sur le tard, d'une force politique qui a accepté le principe un homme, une voix. Alors que les Européens d'Algérie se sont campés sur l'idée Algérie française, inégalité, non-partage du droit de vote avec les Algériens autochtones. C'est l'OAS qui a prédominé, même si parmi ces Européens, il y avait des voix minoritaires différentes de celles-là. C'est quand même l'OAS qui a prévalu et il n'y a pas eu de force favorable au dialogue avec les indépendantistes algériens. C'est une grande différence et ça explique notamment les drames qui se sont passés à l'été 62 avec le départ des Européens d'Algérie. Notamment avec les massacres d'Oran qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'évoquer. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée aux 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau pour en parler. Merci aux équipes en régie et à notre chef d'édition Célia Caracena.